Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la belle carte. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien aussi également, PL. Non, Non, tu vas pas bien? non, mais c'est pas grave, on enchaîne. Pourtant, il y a 2-3 bonnes nouvelles dans ce petit podcast multi-TCG Oui, pour c'est toi. vrai. J'avais envie de dire non. Ouais, notamment une petite nouvelle qui est juste à côté de ta tête. C'est pas comme si elle avait été placée là pour le faire exprès, mais il se trouve qu'on aura un point sur Metazoo dans ce petit podcast. Je vais d'ailleurs vous faire le petit résumé de ce que vous allez pouvoir trouver au menu du jour. Sommaire. Un retour sur le tournoi d'Alterd à Angers qui a réuni plus de 1000 joueurs et ça c'est exceptionnel. On vous parlera un petit peu du Lorca Quest, pas pour vous parler de la convention mais plus pour vous parler du cast, où nous retrouver, quand, comment, à quelle heure, avec qui, Sur quelle plateforme? sur quelle plateforme. On vous parlera du rachat de Metazoo. Je vous ferai un petit retour succinct sur Flesh and Blood, sur la sortie de Rosetta, un petit peu en compétitif, quel impact ça a eu. En fait, je fais exprès de parler de Flesh and Blood dans tous les podcasts parce que j'adore ce jeu, vous l'avez compris maintenant. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, mais, Oui, tu parles parce que ça fait mais plaisir. on quoi. va en parler. Ouais, Par ouais. contre, sur le compétitif de Rosetta, il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a les Worlds de Flesh and Blood qui arrivent, et là, pour le coup, il y a des choses à dire. OP010, très rapidement, qui devrait pas tarder à sortir. Vous avez les précaux qui sont disponibles sur labelcard.fr. Ça, je pense qu'on le skip. Du coup, toi, tu n'auras pas encore pu ouvrir. C'est par rapport à Sorcery. C'est arrivé, je peux vous dire tout dans le sommaire. Normalement, il y a un opening qui va arriver sur la chaîne d'ici début de semaine pro, parce que si tout s'est bien passé, je l'ai fait en live avant que Jeudi vous voyez ce matin, en podcast. fait. Voilà. Par contre, moi, D'accord, ok. Donc, quand on va je pas en tourne parler le dans ce point. podcast, je n'ai pas encore ouvert. Donc, Tu nous débrieferas ton expérience d'ouverture dans 2 semaines dans Exactement. ce cas-là. Je vous parlerai de la méta Star Wars après le tournoi de Saint-Maur et le début des Planetary Qualifiers. On a d'ailleurs une personne qu'on connaît, faut que toi que tu connais par connexion, mais que moi je connais, qui a fait un très bon résultat à Lyon. Et enfin, on parlera du petit coup de tonnerre qui se passe dans Yu-Gi-Oh! Avec notamment la sortie de la carte Fuvalos Mulcharmy. Vous savez pas ce que c'est? C'est normal, je vous explique après. c'est tellement Yugi. Oui, Mulcharmy. Les Ouais, Charmy, ils sont cool les Charmy. Tu connais pas les Charmy? Non. Mec, demande à Lancelot s'il adore pas les prankids, les farces gamins. Oh, les farces gamins, ça, je sais qu'il aime ça. Et pas le petit quiz, du coup, parce que beaucoup de choses à dire dans, Ouais. cette, Ouais, ça va être dans ce assez squiz. On revient sur le tournoi d'Angers, pour ceux qui savent pas ce que c'est le tournoi qui Ah était bah non. organisé par... Un petit cadeau. Mais putain, c'est vrai. Ah, je voulais être pingre sur ce, Petit cadeau. Des sur gens, ce podcast. on remercie évidemment Ultimate Guard, un lien dans la description. Toujours. Vous cliquez, vous y êtes, faites vos achats, vous recevez ça chez vous, on est régalé, ils sont soutenus, vous les soutenus. Voilà. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup Ultimate Guard. Ensuite, la belle carte. Là où on tourne ce podcast, elle vous offre. Et qu'est-ce qu'elle leur offre Qu'est-ce qu'elle leur offre? Eh ben, tu sais quoi, on va mettre en avant Ultimate Guard parce qu'il nous régale. Ouais. On va vous offrir 2 jeux de sleeves pour protéger. Donc, du coup, il y aura 2 gagnants. 2 jeux de sleeves pour protéger vos decks, notamment des sleeves Katana, qui sont les meilleurs sleeves du marché. On dit pas ça parce qu'on est Ça fait sponsorisé. plaisir. On dit Ça parce fait que c'est plaisir. la vérité. Et Ouais, donc, ouais. du coup, vous pouvez tenter de remporter 2 jeux de sleeves Katana Ultimate Guard Taille dans standard. l'espace taille standard. Oh, si vous voulez du taille japonais, on n'en a pas, donc c'est pas possible. Donc vous l'aurez pas. Donc, taille standard. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit juste de participer dans l'espace commentaire, de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et puis, on tirera 2 participants au sort pour remporter Exactement. les petits Katana Sleeve. Couleur Ultimate Guard. pas au choix. Ah non, couleur pas au choix. Non. Voilà. Donc vous Couleur aurez, tirée au hasard. vous aurez des couleurs au hasard. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de couleur vert cacadois. Ils ont pris que des belles couleurs chez Ultimate Que des Guard, donc il n'y bangers. aura pas de problème. Exactement. Merci beaucoup la belle carte. Donc tu disais Angers. Je me suis Eh bien, permis de te couper. oui, non, mais tu fais bien. J'allais ne rien offrir dans ce podcast, c'est pas cool. On est à la belle carte et Tu- tout. à on deux doigts essaye. d'être pingre. Bah oui, on essaye de régaler la communauté qui suit et qui regarde les podcasts. Je suis fou, pardonne-moi. Retour sur Angers pour Alterd. Qu'est-ce qui s'est passé à Angers? On a Ludo Trotter, qui est une boutique qui est assez populaire en France. Une chaîne. Qui est- Ouais, c'est une chaîne en plus, effectivement. Je crois qu'ils ont aussi des boutiques en Belgique, si je dis Oui. pas de bêtises. Vous me contredirez si je dis une Alors, bêtise. on m'a mais je dit crois que pas. c'était originaire de Belgique, je crois. Je crois que c'est originaire de Belgique et ils ont du coup des boutiques en France. Et ils ont organisé un énorme tournoi, un Open multi-TCG. Moi, c'est mon rêve juste. Donc, ce qu'ils ont Ouais. fait, c'est trop cool. Je valide à fond. C'est 3 Open le même week-end. Voilà, c'est ça. C'est 3 Open le même week-end avec aussi des stands, des illustrateurs. Bon, il y a un petit côté un peu vite fait convention quand même, boutique sur place et tout, pour tous ceux qui voulaient un petit peu aller taper du carton. Et un des Open était notamment sur Alterd avec plus de 1000 joueurs réunis au même endroit. Plus de 1000. C'est le premier gros tournoi Alterd, celui qui allait apporter quelques vérités sur le metagame, celui dont on attendait tous les retours pour savoir un petit peu à quoi ressemblait le compétitif de Alterd. Et du coup, on a quelques retours. Vous aurez des retours un peu plus précis dans la vidéo que j'ai tournée avec Neuro, qui est le gagnant du tournoi d'Angers, qui lui nous partagera son expérience et son parcours. La vidéo n'est pas sortie au moment où vous regardez ce podcast. Elle mais est même pas tournée. Elle n'est pas tournée, mais elle sortira dans quelques jours. Mais moi, je peux vous
de manière factuelle, vous apporter quelques précisions sur tout ce qui s'est passé, en tout cas sur le retour compétitif du tournoi. Pour ce qui est organisationnel et compagnie, il y en a plein de gens qui ont parlé sur Internet. C'était un petit peu long à se mettre en place, mais c'est normal sur un tournoi de 1000 joueurs qui en plus est passé de 128 à 1000. Je comprends entre guillemets qu'il ait fallu en termes de logistique que ce soit pas forcément simple à gérer. Par contre, voilà, il paraît que l'ambiance sur place était cool. Enfin bref, voilà, Altered, globalement que des gens sympas, le tournoi était cool. Donc ça, je reviens pas forcément dessus. C'était bangers. Pour ce qu'on a appris un petit peu, on a une représentation énorme des joueurs 10, notamment en tête avec Sigismar qui a été le héros qui a été le plus ramené sur la ligne de départ. Beaucoup moins de Waru que ce que les gens attendaient parce que le deck commençait à décliner en popularité sur BGA et notamment certains decks commençaient entre guillemets à le counter. Par contre, les meilleurs joueurs, entre guillemets, le pool de très très bons joueurs, eux ont fine-tuné au maximum ce deck-là, donc de très bons joueurs sur Waru. Les decks les plus populaires, Fen, Sigismar et Teja. Sigismar qui caracole en tête avec 22% de représentation, Fen à 14% sur la ligne de départ. 14 ou 15. Et Teja, 14%, il passe à 17 en jour 2, beau taux de conversion. Et Teja à 18%, c'est l'hécatombe. Il n'y en a aucun dans le top 16. C'est une catastrophe pour Muna, la faction la moins bien placée à l'arrivée sur les tops. Deux decks qui déçoivent énormément, Teja et Kojo, qui eux ont un taux de conversion qui est vraiment très très faible entre le jour 1 et le jour 2. Lindy qui surprend énormément. Izmir qui était la faction la moins attendue. Et Lindy il y en a 2 dans le top 64 et 1 dans le top 16, ce qui était assez surprenant. Au niveau des uniques, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il n'y a pas de consensus sur le retour, entre guillemets, sur l'impact des uniques. Moi, de ce que j'ai regardé pas mal de vidéos débriefs, j'ai regardé l'avis de plusieurs joueurs, j'ai regardé moi-même les decklists et j'ai lu les uniques qui étaient présentes. Je trouve que les uniques sont impactantes in-game, mais pas déterminantes et structurantes des deck builds. Et moi, pour moi, ça a toujours été important que quand tu vois des decklists de top, tu puisses te dire, et c'est ce que j'ai fait, ah bah ok, je vais jouer la decklist du gars en top. Je m'en fous de ces uniques. Alors oui, certaines participent mieux à son plan de jeu, mais je me suis pas retrouvé à me dire, ah je peux pas jouer son deck parce que j'ai pas ces uniques. Exception un peu faite de l'Indie Way qui te demande pas spécifiquement ces 3 uniques-là, mais tu veux que ça soit 3 Médusas. Après, randomly, tu peux avoir, du moment qu'elles ont ces effets-là, ça valorise le deck. Okay. Mais je veux dire, en gros, il y a quasiment aucun deck dont tu te dis, ah ok, on pouvait pas s'attendre à ça. Tous les decks ont entre guillemets un peu la même structure. Tu as le même corps, 15 rares, 21 communes. On a tous la même stratégie. Il y a des choix de deck building qui sont de l'ordre du fine-tuning. Et les uniques, c'est un plus dans tes games qui peuvent parfois être impactantes. Parfois, Osef, j'ai vu des listes dans le top, notamment le gagnant en euro, il a des uniques. Genre, il a fait ce qu'il avait, quoi. Ouais. Tu vois. Et c'était pas incroyable. Par contre, on a le finaliste qui a perdu, qui lui avait un Quetzalcoatl qui taxe. Donc le gars, il a 4 robins dans son jeu. Bah oui, ça c'est fort. Mais ça, c'est impactant, tu vois, ça n'a pas changé la structure de son deck Waru. Et donc ça, moi je trouve que c'est un retour qui est, bah oui, on veut que les uniques soient impactantes et qu'elles apportent un plus dans le gameplay et que quand elles touchent le board, elles fassent des trucs fortes. Mais j'ai pas l'impression que les gens qui avaient les meilleurs uniques, il n'y a pas eu de Robin double taxe dans les tops. J'ai pas l'impression que les gens qui ont eu les meilleurs uniques aient forcément mieux performé que les autres. Et j'ai pas l'impression que certains decks ne peuvent être joués qu'avec certaines uniques, ou en tout cas de manière vraiment mineure et isolée. Donc c'est un retour que moi je trouve plutôt cool. Après, je sais qu'il y a des gens notamment qui ont vécu le tournoi sur place et qui disent « Ah non, les uniques c'était hyper fort ». Est-ce que c'est des retours de gens plus casual? Tu vois, peut-être aussi quoi. Ouais, et puis des fois... c'est pour ça que j'attends l'avis de Neuro, moi. Tu prends un enchaînement des fois juste de unique tour 3, tour 4, tour 5 par exemple, et t'es en mode, bon bah... Oui, effectivement, là je subis fort quoi. Je trouve que les bons decks, ils ont plutôt ciblé des uniques qui avaient des effets et dans laquelle la synergie, par exemple dans Fen, toutes les uniques que les gens y jouaient, ils voulaient que ce soit des uniques qui permettent d'ancrer des personnages. Mais en fait, on s'en fout de l'unique que tu as. Ce qu'on veut juste, c'est un effet. Et donc dans ce cas-là, tu as pléthore d'uniques qui font cet effet-là. Ah ouais. Et donc à ce compte-là, j'estime que c'est facile de jouer ce deck-là, quand bien même tu n'as pas ces uniques. Ok, ouais, donc c'est pas en fait en fonction des uniques que tu as que tu vas choisir ton deck. Mais plutôt une fois que tu as choisi ton deck, tu viens choisir les uniques qui renforcent le mieux ta strat. Okay. C'est le cas notamment de l'Indie Way qui voulait 4 méduses. Ah ouais. Voilà, pour avoir la possibilité de les sacrifier, qu'elles reviennent dans la main. Si vous connaissez l'Indie Way, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, moi, c'est un retour qui est, c'est pas absolu et giga objectif, c'est aussi moi mon propre ressenti, mais ça corrobore un peu à ce que j'ai pu entendre sur le retour du tournoi. Donc bel équilibre. Par contre, voilà, Waru il a été représenté qu'à 7% sur la ligne de départ. Par contre, il y en a 4 dans le top 8. Donc ça veut dire que le deck a vraiment overperformé. Ouais. Et 2 en finale.
2 en finale, effectivement. Est-ce que, et ça pour le coup j'ai pas la réponse, c'est dû au fait que, comme certains le pensent, le deck est craqué, ou alors juste que les meilleurs joueurs, et en plus c'est un deck qui a été identifié très tôt, donc qui a eu le temps d'être fine-tuné, est-ce que les meilleurs joueurs étaient sur le deck au préalable, et dans ce cas-là c'est plus une performance de joueur plus qu'une performance de deck. Le game design d'Altered continue à prêcher Mordicus, et moi j'ai envie de leur faire confiance que non, c'est pas le meilleur deck, et que non, il n'y a pas de problème de game design dans Waru. Malheureusement, pour ceux qui cherchaient des biais de confirmation, ces résultats leur donnent un peu raison, parce qu'il y avait énormément de Waru qui ont performé. Ouais. Je préfère faire confiance à l'équipe de game design. Tu vois, il y a quand même plein de choses qui n'ont pas été trouvées. Je pense notamment à Leland qui a drop à 5-0 avec un Teja que personne ne connaissait. Et du coup, on n'a pas la liste. Si, on a sa liste. Si, on a sa liste. Ok. Et juste, tu l'as bourré tout le monde. Et... Waru, pas Waru. Et du coup, pourquoi il a drop à 5-0 ? Parce qu'il voulait pas prendre une place dans les tops. Ok. C'était un commun accord avec tous les playtesters qui ont participé au tournoi. Ouais. Ils ont droppé dès lors qu'ils arrivaient dans les matchs, entre guillemets, en jeu pour les tops. Ok, d'accord. Il pouvait pas juste jouer et concéder. Tu vois, t'as 5-0 et tu joues et juste une victoire, tu vois. Mais tu continues à jouer. Je me suis pas renseigné sur la question. Je sais pas. C'est juste qu'il y en a Après, c'est deux. un gain de temps aussi. Il y en a Si tu deux joues qu'on plus pour drop à rien. 5-0, c'est lui et Jules. Ok. Voilà. Ça m'étonne pas vraiment. Ça m'étonne pas vraiment non plus. Ils sont très très forts. Et voilà, et c'était un peu pas pour corroborer le fait que les gars, le méta il est pas résolu. Maintenant, Waru il a bien la cible sur la tête. Il a été identifié comme étant un bon deck dans les mains des bons joueurs. Laissez quand même entre guillemets un petit peu le format vivre avant de crier au ban et au scandale. On va peut-être voir si on n'est pas capable finalement de le repousser. Je trouve que Fen, moi je le joue, hein, et je le vois, les gens qui ont ramené Fen, c'est aussi parce que c'est un match-up très décent contre Waru. Ouais. Tous les decks Teja qui sont capables d'ancrer des personnages ont aussi structurellement plutôt un bon match-up contre Waru. Oui, parce que t'annules ce qu'il fait en face en fait. Et 18% de représentation sur la ligne de départ déjà, et 18% de représentation sur la ligne de départ de Teja. Si on admet que Teja ça a été vraiment le deck casual friendly que tout le monde a ramené sans forcément avoir des ambitions compétitives, combien de très bons joueurs étaient sur Teja, tu vois. Et combien de très bons joueurs avaient la version de Leland? Bah, déjà personne. Donc en fait, c'est bien de tirer quelques conclusions, en tout cas d'avoir plutôt une direction, une espèce d'info significative sur la puissance de Waru, mais que les gens admettent comme dans mes commentaires en mode ben voilà, Waru broken. Eh, t'as vu il a gagné. Enfin, je vais dire, à l'ETCG, c'est plus que ça, tu vois. On va peut-être attendre un petit peu. Je pense que il y a encore 2-3 trucs à raconter et encore 2-3 decks à découvrir dans ce set 1, qui est du coup, franchement, pour un premier set, vachement varié. Hein. Parce que là, il y a plein de decks différents qui ont performé. Toutes les factions ont été plus ou moins représentées. Et en plus de ça, dans les decks, bah, il y a encore des versions qui n'ont pas été optimisées. Et même Fen, les 2 Fen qui sont en top 8, ont 2 stratégies un peu différentes. Il y en a un qui est très contrôle avec un festival de Lyra et beaucoup de spells. Et l'autre qui est un Fen beaucoup plus classique qui cherche à ancrer Aloe Vera pour faire de la ressource et qui joue pas festival de Lyra. Il y en a forcément un qui est meilleur que l'autre, mais pour l'instant on le sait pas. Pareil pour Waru, il y a des Waru plus contrôle qui vont opter sur la stratégie avec Easy Talk. Ouais. Et d'autres qui jouent pas Easy Talk et qui est sur un Waru beaucoup plus board présence. Ok, Ça donc pareil, on sait pas. tu t'auto-bloques pour faire beaucoup de morts le tour d'après. Ouais. Pareil pour Sigismar, des versions beaucoup plus token. Donc en fait, je trouve que ces gigas, ça ouvre plutôt la porte à tout le champ des possibles. Je trouve ce résultat de tournoi, ça fiche pas du tout le méta sur un truc résolu et fixé, quoi. Ok, bah stylé. Hâte de voir ce que ça devient. J'ai pas encore pu. Enfin, j'ai fait les premières games très vite contre Lancelot Ouais. et j'ai pas pu jouer depuis quoi. Et je déroule sur Exalter là, je me régale. Ouais, je me suis pas penché sur Exalted en vrai. Et même BGA, je l'ai testé, je pensais que ça allait être moins fluide que sur Exalter et que c'était moins stream friendly. Et en fait, c'est vraiment très cool, BGA. Ah ouais? Ok, super. parce que BGA, genre j'ai vu d'autres jeux sur BGA, c'est vraiment barbare, ça a été, je pense, en tout cas, ils sont mis à l'équilibre de ce que les gens attendent. C'est vraiment picobellus, quoi. Ok, bah stylé. Donc très très bien. Et tu sens une différence sur BGA ou sur Exalted, entre les deux par rapport aux uniques justement? Parce qu'il n'y a pas d'unique sur Exalted? Bah, comme moi, je vois le jeu de la manière suivante, c'est-à-dire que tes uniques impactent un peu ta game et renforcent ton plan de jeu. Ça change pas ma vie, parce que moi, je jouais Fen, contrôle, que ce soit sur Exalted ou sur BGA. La seule différence, c'est que sur BGA, mon Anansi, quand il arrive en jeu, il a plus de stats parce que je mets une carte de maman en réserve. Ok. Mais je veux dire en soi, tout ça pour te dire que... Mais même sur tes oppos, tu vois, t'as pas la sensation que vraiment tu joues pas du tout le même truc. J'ai plus de games sur Exalted que sur BGA, donc forcément mon ressenti il est moins pixel sur BGA. Ouais. J'ai 3-4 games sur BGA alors que j'ai pas mal travaillé sur Exalted. Donc,
Si, je pense que t'as un impact in-game, mais j'ai pas vu de deck bizarre, tu vois. Ok. Unique-centrique. Ok. Ouais, je me demandais, parce que des fois, tu peux avoir des retours de stats quoi, par rapport à ça. Passons au sujet suivant, Ouais, le Lorca Quest. Pourquoi on voulait vous parler du Lorca Quest? parce que c'est ce week-end. Parce que c'est ce week-end, quand vous regardez, vous, Podcast. ce podcast, et bien, Le lendemain. dès le lendemain matin, nous, on est en live sur la chaîne Valais PL. Et bientôt. Oui, sur Twitch, à Mm. partir de 9h, je crois. Ça doit être le début du tournoi. Ouais, il y a moyen qu'on lance un peu avant même. Eh ben, peut-être même un peu avant. Donc voilà, venez nous voir samedi et dimanche pour l'énorme tournoi Lorcana. On vous a beaucoup parlé du Lorca Quest, que c'était la convention dans le podcast d'avant. Là, je reviens pas dessus. Par contre, on voulait vous parler du cast. Pardon, au cast, on sera en live avec Adibou et Maxi Lorcana. Oui. Et ce que je voulais préciser, c'est que pour tous ceux qui nous suivent pour Lorcana, plus pour le côté casual, plus pour le côté collection, ou plus pour le côté enthousiaste de vidéo, et qui pensent que, entre guillemets, un cast et de la compétition, c'est pas forcément pour eux, eh bien, au même titre qu'à Magic, on veut réunir tous les profils pour essayer de faire un événement communautaire, un cast communautaire, vulgariser, parler à tout le monde, réunir tous les profils de joueurs. Et ben, c'est exactement ce qu'on a envie de mettre en place sur l'Orcana. Donc même si vous pensez qu'un cast de tournoi compétitif, c'est pas pour vous, eh bien nous, on fera en sorte que ça le soit. Donc venez donner la chance à à notre produit. Le produit, c'est nous. Le produit, c'est nous, c'est le cast en fait, la patte qu'on va donner à ce cast-là, où on va essayer justement de parler à tout le monde, de rendre le truc giga cool. En plus, sur place, il y a une régie avec de la prod, donc il n'y aura aucun temps mort. On espère être une team de casteurs à la hauteur, mais ça, je me fais pas de soucis. Et puis surtout, intéressé. Je prends toujours le même exemple, tu n'as pas besoin de faire du foot à haut niveau pour apprécier regarder un match de la France. Et là, c'est les meilleurs joueurs qui vont s'affronter sur l'Orcana et on s'en fout que vous appréciez le jeu de manière compétitive. Ce qui est cool, c'est de voir des joueurs bien jouer avec un cast de qualité. Exact. Donc passez faire un petit tour, nous on sera contents et peut-être que vous allez découvrir ce qu'on appelle devenir un compétitif enthousiaste. Juste apprécier. C'est peut-être votre jour. Voilà, je sais pas si tu veux leur rajouter quelque chose sur... Non, bah, ça va être bangers. Et puis si jamais vous demandez encore, si jamais, ça fait 2 fois si vous voulez passer du coup physiquement au Lorca Quest, donc c'est à Rungis dans le sud de Paris, n'hésitez plus, venez, il y a vraiment plus beaucoup de place. Donc prenez vos places encore aujourd'hui, il en reste un petit peu. Je crois qu'il y a peut-être un petit peu plus de place le dimanche, donc qui doit rester en tout cas. Donc si vous voulez vous laisser le temps de vous faire un avis, essayez. Mais à mon avis, le samedi déjà, ce sera sold out pour le lendemain. Donc si vous pensez passer, ouais, essayer de prévoir un petit peu, sachant que tout à côté du cast sur place, comme on vous le dit, c'est surtout une convention avec des illustrateurs, des chanteurs, des doubleurs, des tatoueurs, tout ce que l'univers de Disney réuni dans une salle très familiale avec des tournois pour les enfants. Bon, si vous avez l'occasion de passer à Rungis, c'est très bien. Mais si vous êtes chez vous et que vous voulez regarder le cast, ça se passe sur notre chaîne Twitch qui est en description. Évidemment. Et je précise, il y aura un événement assez cool aussi sur place. Il y aura la Belle Card, donc notre société, notre boutique qui sera présente sur place avec notamment l'ami Bat qui est notre associé et qui fera un live Vogt en direct. Donc pendant le cast, vous pourrez vous connecter sur Vogt. Je crois que ça commence vers 13h le live. Si je dis le pas samedi à 13h, ouais. Voilà, c'est le samedi à 13h. Et ben pendant le cast, vous pourrez aussi aller sur votre téléphone, sur la petite application d'enchères en live Vogt pour acheter vos petites cartes, peut-être les cartes qui seront en train de briller pendant le tournoi. On a pas mal de bons stuff et de cartes à l'unité. On a aussi pas mal de produits scellés à la vente. Donc n'hésitez pas à passer sur Vogt. Et l'avantage, c'est que si vous n'avez jamais créé votre application, l'application Vogt, et que vous la créez, notamment pour ce live-là, vous avez 10 € offerts. Donc de quoi vous payer. Avec la belle carte. Tout à fait. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir aussi, enfin peut-être, c'est cette annonce de rachat. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Parle-nous-en. Alors j'ai peu d'informations parce que l'information c'est toujours plus que moi. Est tombée juste avant ce live-là. Donc j'ai pas eu le temps d'aller potasser pour vous en parler plus. Mais je sais, encore une fois, dédicace à Gargache, qui est mon rapporteur d'information officielle sur MetaZoo, Flèche et Sorcerie. Et il m'a droppé une info comme quoi MetaZoo, qui était devenu un dead game, c'est-à-dire que le jeu avait disparu, avait été arrêté, aurait été racheté actuellement, notamment par un ancien de chez Pokémon Company, donc pas n'importe qui, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et qui a potentiellement vu le concept, entre guillemets, le potentiel collectible. De quoi? Le plagiat? Oui, il y a un peu de plagiat, mais il y a un potentiel un peu collectible, spéculation, investissement qui a généré la bulle Covid sur Pokémon et MetaZoo avait surfé là-dessus. Peut-être qu'il y a un gars qui s'est dit, non, en fait, MetaZoo, pour moi, je vois un autre potentiel qui n'est pas seulement celui de la spéculation et l'investissement, mais j'y vois aussi, juste il y avait des fans du jeu, des fans de la collection, des fans même du gameplay, et donc ils ont décidé de relancer le projet.
De ce que j'ai compris, c'est une V2, donc je pense qu'ils vont rework tout le projet. Je pense que c'est pas une suite de Metazu. C'est genre on reprend la licence et on relance tout, donc peut-être avec une autre. Moi je trouve que le foil était très beau, mais la qualité des cartes était quand même pas très ouf, tu vois. Genre ce bord rouge comme ça. Je sais que les gens aiment Metazu pour ça, moi je trouvais ça vraiment bizarre. Mais c'est un peu le parti pris du truc. Moi ce que je trouve dommage, en fait ce qu'a tué le jeu, c'est déjà plus aucune communication de la part des développeurs. Ils disaient rien et puis d'un coup ils disaient on fait un set dans 3 semaines, un nouveau produit. Et vous pouvez acheter beaucoup de cartes les lunchbox, donc tu sais pour mettre ton petit repas comme les bento, avec des cartes exclusives à Walmart. Et tu fais ok, d'accord. Mais enfin bon, tu parles pas. D'un coup tu me vends des boîtes à pique-nique, je comprends pas trop. Et le côté 4e mur, vraiment ça n'a aucun sens. Je vais vous dire un truc, vous allez dire PL tu me mens et je ne vous mens pas. Il y a des cartes qui agissent avec l'environnement. L'environnement, le vrai. Par exemple, si vous voyez un arc-en-ciel, la vie réelle, plus 10, plus 10 à la bête. Vous voyez, ce genre de truc. Et du coup, comme tu as le droit d'avoir que 3 objets, donc pour trigger tes trucs. C'est Yu-Gi-Oh! En réel, quoi. C'est Yu-Gi-Oh! En réel. Il y avait un tournoi, par exemple, avec énormément de cash prize. Genre un des tournois avec le plus de cash prize. Le premier gros tournoi. Au monde. Je sais mais ce dont tu vas parler. Au monde. Ouais. Vraiment, c'était délirant. Tout ce qu'il y avait à gagner, en plus des boîtes d'alpha, Kickstarter et tout. Enfin, vraiment ouf, en plus de la thune. Et comme tu as le droit qu'à 3 objets, il y a des mecs qui avaient besoin pour leur deck. Pourquoi ils avaient besoin d'objets? Pour justement recréer Pour avoir les effets. Pour avoir les effets, voilà. Pour recréer l'environnement dans lequel tu pourrais... Par exemple, si tu as une roche sur le board, et ben du coup, c'est un environnement montagne. Tu vois, voilà. par exemple. Et parce que tu peux pas voir un arc-en-ciel dans une salle fermée quand tu fais un tournoi. Mais si ta carte elle a besoin de voir un arc-en-ciel, tu peux ramener un arc-en-ciel. Et je précise pour que les gens comprennent. Je crois que, je sais pas si tu pouvais trixer style... je crois qu'un objet, ça compte que pour 1. Mais tu pouvais par exemple peindre un arc-en-ciel sur un caillou. Et du coup, suivant quel côté tu mets le caillou, soit tu vois l'arc-en-ciel, soit c'est un caillou. Donc il y avait tout un côté, tu brises le 4e mur. Voilà. Alors si t'as fait un jogging le matin, t'as +5/+5 quoi. Il y a une bête comme ça, si t'as fait un jogging le matin, ça donne haste, mais impossible de vérifier. Donc en fait, elle a juste haste ta bête à la fin. Et il y avait un truc qui marche avec les plantes. En gros, il faut que tu vois un arbre ou une plante, peu importe. Du coup, il y avait un stand qui vendait des petites plantes devant le truc. Des petits cactus. Des petits cactus, des petits bonsaïs ou quoi. Pour justement, genre si t'en as pas, parce que les mecs ils viennent en avion, genre, enfin les joueurs, pardon, joueurs et joueuses évidemment, viennent en avion si t'habites pas à côté. Et en plus c'est une petite ville, donc forcément ils venaient de loin. Et donc tu te remballes pas en avion avec un cactus, un machin. Non, c'était le concept du jeu. C'est délirant quand tu le dis comme ça. Mais c'est fou. Oui, c'est fou. C'est fou. Mais c'était le concept. Ça faisait, je pense, marrer les gens qui jouaient à ça, tu vois. Ce petit truc de putain, comment j'optimise le mieux mes objets. Je dis pas que c'est une bonne chose, moi je jouerais pas à ça. Moi ça me fait péter un plomb en fait. Mais je trouve que c'était au moins le truc qui le démarquait, parce que pour moi ce qui a vraiment tué Metazu, c'est pas que tu dois ramener un pot de fleurs pour faire ça a pas aidé quand même. Hein. Non, ça a pas aidé, mais ce qui s'est passé, c'est que Metazu surtout ça a été énormément mis en avant par le prisme de la spéculation et de l'investissement, post-Covid notamment. Steve Aoki. Et le truc, le DJ. Steve Aoki qui a mis en avant. Pour le coup, Steve Aoki, il est collectionneur de tous les TCG, de tous les jeux de cartes à collectionner, pas que de Metazu, mais je sais pas si c'est lui qui parlait de spéculation, mais en tout cas, Metazu, ça a beaucoup été vendu comme objet d'investissement, spéculation, les boîtes alpha, les cartes à 100 000 € et compagnie. Et en fait, dès lors que toute la spéculation sur les TCG a explosé, notamment avec la bulle Pokémon qui a entre guillemets sur le vintage un peu pété, avec une correction des prix entre guillemets, Metazu qui ne s'était vendu que sur de l'investissement et de la spéculation, et qui n'avait pas un corps solide de gameplay parce que tu devais ramener des plantes, et du coup, lui, il a totalement disparu. Donc moi, d'après moi, s'il rachète Metazu, il faut pas le racheter pour remettre en avant l'investissement, la spéculation. Non, il faut prendre ce que le jeu faisait plus ou moins bien. Les petites c'est-à-dire des foils sympathiques, des manières amusantes de jouer, un petit peu comme des sets Infinity dans Magic, mais sans que ça soit au point de devoir acheter une plante avant ton tournoi, et des visuels qui sont proches de Pokémon, très collectionnables. Et j'imagine. Oui, c'est un peu la base, quoi. J'imagine qu'ils vont le driver comme ça. On verra bien. Le gameplay était sympa, sinon tu avais vraiment la vibe vieux TCG où tu buffais un peu une bête, t'avais des stratégies. Ça ressemblait un peu à Pokémon, mais comment dire, mais comme si Pokémon était vraiment un vieux TCG. Ok. Tu vois, parce que là maintenant il y a des mécaniques Pokémon très jeux japonais, même récents. Oui. Dans le design. Il aussi entre le vieux et le récent. Et Metazu ça faisait un peu ça, et j'aimais bien du coup la vibe. Tu vois, t'avais un peu des énergies. Enfin, vraiment, ils avaient pas inventé grand chose, mais ils avaient fait un mix and twist. C'est pas le concept. Je te dis, c'est vraiment vendu pour spéculer et surfer sur une hype Pokémon. En fait, il avait pour moi pas la bonne démarche à la base. Il venait dans une démarche bien spécifique
timing bien précis. Et du coup, quand ce timing est un peu retombé, Metazo est parti avec. Après, voilà, si jamais vous avez des infos, peut-être qu'au moment où vous regardez ce podcast, ils ont communiqué un peu plus, le jeudi, un peu plus précisément sur ce qu'ils avaient prévu de faire, comment ils allaient le faire. Comme d'hab. Et auquel cas, vous pouvez participer dans les commentaires pour nous dire. Mais en tout cas, on suivra ça de près dans les prochains podcasts. Oui. Maintenant, Flesh and Blood. Flesh and Blood. Alors, on va revenir sur les premiers pas en compétitif de Rosetta. Rosetta, c'est la dernière extension qui est sortie de Flesh and Blood. C'est une extension que j'apprécie énormément. J'ai pas mal ouvert dessus et j'ai même acheté tous les staples pour pouvoir jouer quasiment tous les héros. Parce que en fait, moi je suis un fan. J'ai commencé à jouer à Tales of Aria, qui était notamment le set qui mettait en avant les énergies élémentaires, Earth, Foudre et Ice. Avec notamment Briar, qui est le premier héros que j'ai joué, qui était un Runeblade. Et Rosetta, c'est littéralement le retour à la fois des Runeblade, qui avaient été malheureusement bannis, puisque Briar était devenu légende vivante, et Viscera n'était pas un très très bon deck. Donc c'est le retour à la fois d'une classe que j'apprécie, et en plus de ça, d'une classe élémentaire, donc avec un talent, et donc le retour des cartes Earth, des cartes Lightning, ou des cartes... Pour le coup, il n'y a pas de carte Ice là, c'est seulement Earth et Lightning. Donc j'avais vraiment tout pour me plaire. Il se trouve qu'en plus dans le design, visuellement, je trouve le set incroyable. Et même dans le gameplay, les nouveaux héros qui performent, je les ai trouvés géniaux. Et en plus, sur les 4 nouveaux héros qui sont mis en avant de Rosetta, il y en a déjà 3 qui se sont déjà bien ancrés dans le compétitif. Donc pas mal de nouveautés. On a Florian qui reprend toute la base Earth des Runeblade. On a Aurora qui reprend, elle, toute la base Lightning des Runeblade. Donc tu as vraiment l'impression qu'ils ont pris Briar et qu'ils l'ont scindé en deux. Ouais. Donc tu as vraiment des sensations de Braillard avec Florian et quelques sensations de Braillard avec Aurora. Et du coup, tu n'es pas giga perdu quand tu viens de Braillard et en même temps, tu es super content de retrouver un peu cette expérience-là. Donc trop bien. Et de l'autre côté, on a Verdance qui fonctionne très très bien, qui est un Wizard Earth. C'est la première fois qu'on a un talent élémentaire sur une classe comme les Wizards. Okay. Et qui, pareil, s'en sort très très bien avec un plan de jeu combo-ish pour ceux qui le souhaitent, ou alors plus mid-rangy pour les autres. Donc pareil, des builds un petit peu différents. Vraiment très sympa. Il y a juste Oscillo, qui lui est le Wizard Lightning, qui n'existe pas. Ça fait rien du tout, quoi. Pour l'instant, ça on sait pas. Donc voilà, moi je suis content, c'est un set que j'attendais, c'est un set qui est cool. Je commence à jouer un petit peu avec Aurora, c'est dur à jouer, mais je me régale. J'ai quelques vidéos qui sont sorties et d'autres qui vont sortir pour que vous puissiez suivre mon apprentissage sur ce héros-là. Et je voulais vous partager un petit peu ce ressenti-là. Et pourquoi je dis que Oscillo, pour l'instant, il n'a pas performé? Parce qu'en fait, il y a les Worlds qui arrivent dans très très peu de temps. Ils seront à Osaka, donc c'est les championnats du monde. Ça sera le 1er, le 2 et le 3 novembre. C'est notamment pendant le Relic Fest pour ceux qui nous suivent de Magic. Et ces Worlds-là, ils vont probablement faire émerger des decks qu'on ne connaît pas, notamment des decks de Rosetta, peut-être des moutures différentes de Aurora ou de Florian, peut-être Oscillo, que tout le monde pense être un deck pourri. Peut-être va s'en sortir. Il va se tromper la compétition pour moi. Donc je suis très curieux de voir des championnats du monde à la sortie d'un set. C'est exactement la même énergie qu'on a actuellement avec Duskmourn à Magic, tu vois. On a un méta qui n'est pas résolu. Ouais. Les championnats du monde qui vont arriver avec les meilleurs joueurs de la planète qui vont peut-être casser le format. J'ai trop hâte de voir ça va être fou. Et je vous parle des Worlds parce qu'ils seront castés en français sur la chaîne de Eevee Inters. Je vous mets le lien directement en description parce que taper Eevee Inters sur Twitch, c'est peut-être pas facile pour les retrouver. Et vous pourrez suivre donc les championnats du monde Flesh and Blood en français sur leur chaîne. En différé, vu que ça se joue au Japon, c'est pendant la nuit. Personne ne va regarder pendant la nuit. Donc eux, ils castent le samedi matin à partir de 10h. Quelle grâce. Voilà, donc ça va être juste génial. Pareil que à Magic, format draft plus classique construit. Quelques Français présents, notamment notre adversaire du Master TCG, le grand Pedro Canali. On lui souhaite beaucoup de réussite. Je ne sais pas ce qu'il va jouer, mais lui aime bien les Runeblade. Donc mets ta vie que Aura... il peut se laisser tenter. Peut-être Florian, je ne sais pas, on verra bien. Ouais. Viscera, tout ça, en tout cas, c'est sa cam. Donc grosse force à eux. Moi, je serai dans le chat. Je vais suivre cette compétition-là. Plus les Worlds en Asie, Magic en rêve. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Mais... Let's go, quoi. Mais eux vont se régaler, donc voilà, suivez, donnez de la force à Flesh and Blood, c'est un jeu qu'il mérite et qu'on n'a pas assez, je trouve. Foncez. Je suis d'accord. Est-ce que tu as vu d'ailleurs la petite pub pour aller faire tes armories à Flesh and Blood? Ça me parle pas. Tu l'as pas vu? Non. C'est grandiose. Je dois l'admettre. J'ai rien contre Flesh and Blood, juste que... Ah, mais c'est pas un truc que tu suis particulièrement. Ouais. Je l'ai vu parce que je l'ai vu passer plusieurs fois et je suis en mode bon, c'est une pub pour aller
pour aller faire ta FNM, quoi, faire Ok. ton armory. Et j'ai vu Romain de l'œil d'Ophidia. Ouais. Enfin, je sais pas s'il y est encore. Oui, Ils ils en sont fait pas toujours partie, forcément toujours, ils sont pas Euh, très réguliers, mais il mhm. fait toujours partie de l'œil d'Ophidia, bien sûr. Qui du coup l'a remis en avant, a retweeté et en parlait un petit peu. Je me suis dit, bon, je vais aller voir Allez, ce on que va se c'est. jeter. C'est 3 minutes, genre, la vidéo. On va se jeter, ok. C'est grandiose. Là, C'est tu me donnes simple. très envie d'aller voir. Alors c'est simple, hein. Il y a Ouais. pas de, il se met pas en armure le gars pour les combattre, hein. Si Ouais. tu vois juste un gars qui fait sa première armory et qui se fait désosser, c'est normal. N'importe À quel Flesh and jeu. Blood, à Flesh and Blood, c'est normal. Enfin, n'importe quel jeu. N'importe quel jeu, tu te fais Et à désosser. Flesh and Blood, ça me paraît encore plus normal. Il y a pas de galère. En plus, ses adversaires, c'est pas n'importe qui. C'est les boss du jeu. C'est vraiment des pointures. Ah, ok, trop bien. Donc, Il y a je vous Hamilton, spoil un peu le truc. En même temps, c'est une pub. Spurlock, Fang et Donc, ça compagnie. Je me rappelle pas des noms, mais Ok. t'as le palmarès à côté. Ah, T'as genre d'accord. premier Ah, gagnant oui. de Pro Tour et tout. Ah, bah, Monsieur Pintor. Oui, Pablo Monsieur Pintor. Pintor, qui a encore gagné le dernier Pro Tour. Donc très très chaud. Ah, ouais. Et du coup il perd, mais tu vois après il débrief. En fait à chaque fois il vient avec son collègue qui lui joue déjà. Et je crois que son collègue lui dit un truc style non mais t'inquiète là ça devrait aller, tu vas pas tomber contre un cadre ou quoi. Et en fait ils ont que contre des champions. Encore. Voilà. Ok. Et donc ça veut dire que ces champions perdent du coup. Logiquement et quand Oui. il affronte Pablo Pintor il Allez, est en quand ils s'affrontent il est en 0-2 en quoi. 0-2. Mais bon c'est pour la petite histoire, c'est marrant. Tu vois des petits bouts de gameplay viteuf. Ça fait croire que c'est facile de jouer, Ouais. alors que ça ne l'est pas, mais c'est pas grave. C'est cool. facile de jouer avec les précos, c'est plus dur de jouer en compétitif. Et du coup, la pub est vachement bien. Ok. Et t'as son collègue, pardon, à chaque fois qui vient le voir en mode alors et tout. Et lui, il lui débrief en mode, bah, ah non, c'est pas passé, mais j'étais pas loin. Franchement, c'était tendu jusque où et tout. Vraiment, il y a une vibe, FNM. Ils ont tout compris. Ouais. Si chaque jeu présentait, Le jeu un comme tournoi ça. boutique classique Mm. de cette manière, à la manière du jeu, hein. Par exemple, l'Orcana, ce serait pas comme ça. Là, c'est une ambiance un peu feutré néon. Tu vois, c'est genre, on se bagarre quoi. Ok. On se bagarre, mais à la Ouais. cool. Magic, pareil, maintenant c'est très coloré Magic, donc enfin avec De Monde, tu vas me dire non, avec Bloomborough ça Non, mais l'était. oui, mais je comprends Tu la peux faire DA. des trucs comme ça. C'est une masterclass de sans en vendre trop. Ouais, juste ils ont fait Picobello, ce qui est la vie en fait d'un gars Exactement. qui débute en fait Flash and Donc Blood. c'est vraiment très proche de ce que ça peut être en réalité. Bon là évidemment Ouais. tout le monde est gentil, tout le monde est beau, mais je veux dire, ils sont pas non plus très méchants en local game store. Non, non. c'est Surtout pas. juste- En fait, quand t'as un petit jeu comme ça de niche, t'as envie. Voilà. Dès J'allais qu'il dire- y a un nouveau qui arrive, t'as envie qu'il joue. Tu veux qu'il reste là. T'es plutôt sympa. Donc franchement, ça retranscrivait vachement bien ça. Et je me dis, mais j'ai envie de le montrer à tout le monde, ce spot-là, pour dire, vous savez, vous pouvez jouer aux cartes, il se passe ça. Ouais. Mais regardez pas Flesh and Blood, venez Pas jouer aux cartes. obligatoirement Flash and Blood, mais vous pouvez. Genre, Ok. venez jouer aux cartes et Et après, vous choisissez votre jeu préféré. Ça corrobore tout ce que je pense de Flesh and Blood. C'est toujours des choix intelligents, une communication qui est extrêmement simple et saine en fait et cool. Et Ah, ça, c'est vraiment fou. Hein. Et c'est l'exemple même de pourquoi ce jeu il est bien. Après, on apprécie, on adhère ou pas au gameplay, ça c'est un autre choix. Mais franchement, ça mérite au moins que vous veniez y goûter, parce que si vous appréciez, ah putain, quand tu fais partie de la communauté Flesh and Blood, c'est le jeu où tu manges le mieux, je pense. Mais il faut rentrer dedans, et ça j'entends que ce soit pas forcément pour tout le monde. Ouais. Mais laissez-lui une chance, c'est un super jeu, et notamment le cast français, ça peut peut-être vous donner un avant-goût, notamment sur la chaîne Eevee Inters, le 1er, 2 et 3 novembre, à partir de 10h du matin. 2 et 3 du coup. Le 2 et 3, pardon, ça peut. Non, je crois qu'ils font vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est le En premier. différé. Ouais, parce qu'en fait, ça se joue la nuit avant au Japon. Ah, c'est avant. Exactement. D'accord. Donc c'est vendredi à partir de 10h, samedi, dimanche. Et ça vous donnera peut-être, entre guillemets, envie de découvrir et de tester. Et que je vais aller voir ce petit spot Masterclass. direct. Et en plus, je trouve que ce spot, il répond bien à la vraie problématique de Flesh and Blood. C'est jeu boutique, ouais. C'est que c'est dur d'accueillir c'est dur d'inciter des gens à aller jouer en boutique. Ouais. Et donc, ils ont bien compris que c'était ça, entre guillemets, les choses sur lesquelles ils devaient travailler, quoi. Mhm. Je trouve qu'en fait, il y a un trop grand gap à Flesh and Blood entre commencer, c'est c'est quoi le jeu, et faire une vraie partie. Ouais. Le gap, même si t'es guidé et tout, il est énorme. Alors quand t'es pas guidé, quand tu t'es dans ta boutique et tu vois les boosters, tu te dis tiens, j'aimerais jouer à ça. Vite un jeu de spécialiste, quoi. Mais Voilà. tu peux faire des scellés et tout. En fait, t'as des manières de consommer le jeu de manière annexe. Le temps d'avoir l'envie de compétitir. Ouais, c'est vrai, mais bon, ça reste quand même le limité, ça reste compliqué dans plein de jeux. Tu C'est vois, pas donc, le plus facile. ce rôle. je trouve qu'il manque un petit truc, quitte à ce que ce soit un format non compétitif, mais plutôt casual, de vraiment se mettre à Flesh and Blood, plus basique, où vraiment tu fais des parties, tu dis ok, c'est ça le jeu, et ensuite on te donne à manger le vrai jeu et tu dis ah ok, là on est dedans, tu vois. Je pense qu'il pourrait travailler là-dessus. Et tu sais que l'avantage Ils attraperaient plus de l'avantage du vrai jeu à Flesh and Blood, c'est que mécaniquement, dès que ton oppo est plus fort, tu vas perdre. Mm. Mais la puissance de Flesh and Blood,
c'est que même quand tu perds, alors tu perds tout le temps. Mais par contre, tu joues tout le temps une game. Ouais. Juste que tu sais pas pourquoi tu perds. Oui, tu peux pas te faire écraser. Tu peux pas te faire écraser, c'est très rare. Il y a des decks qui peuvent t'écraser, notamment qui ont des synergies combo. Ouais. Et si tu les as pas disruptés, bon bah oui, Kano il va pitch stack et te tue en 3 tours, mais c'est tellement corner. En soi, je trouve que pour un nouveau joueur, c'est presque rewardant, parce que oui, tu vas moins gagner qu'à Magic parce que le jeu est moins variancé, mais toutes tes games, tu vas jouer. Alors après, ça dépend comment tu vis la défaite, est-ce que ça te motive ou au contraire, est-ce que ça t'exclut, tu vois, et là, à ce compte-là, c'est à vous de voir, mais je trouve que c'est un truc qu'on valorise pas assez à Flesh and Blood, même quand tu joues contre Pablo Pintor sur ton meilleur deck et que toi tu joues un préconstruit, bah tu vas jouer au jeu, quoi. Ah, ça c'est grave bien. Faites votre petite popote de votre côté, mais voilà, c'est bien de mettre aussi un peu de lumière sur Flesh and Blood. Oui. En parlant de lumière, En parlant de lumière, bah c'est lumineux One Piece. C'est lumineux. Ah, c'est lumineux. OP10. Bah oui. Là, je vous le dis, j'ai rattrapé, une grosse partie de mon retard, j'ai fini Wano. Mais quelle grâce. Tu seras plus spoilé sur les ouvertures de booster. Je ne serai plus spoilé. Voilà. Pas en mal. tout cas, et là, t'es spoilé sur Egad. Je vais continuer à avancer. Et d'ailleurs, j'ai vu enfin les petits personnages que je pensais être autre chose. Oui. Les séraphins, je sais pas quoi. Ah, les séraphins, tout à fait. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai commencé à voir ce que c'était. Je me dis, comment je pouvais deviner? Ah, bah, donc c'est un spoil, mais je savais pas que c'était un spoil. Donc tu vois. Alors, il se trouve qu'il y en a qui sont plus devinables que d'autres. Ben ouais, mais justement, j'avais. Oui. J'avais pas quoi. C'est vrai, dans OP7, en fait, il y a les petits séraphins, et du coup, ils se disaient, c'est quoi c'est? Pourquoi il s'appelle C'est quoi c'est? Et maintenant, je sais ce que c'est ça. Enfin bref, du coup, OP10 qui arrive. Ouais, OP10 qui arrive, le nouveau set, version japonais, hein, évidemment, OP10 en français ou en anglais, on n'y est pas encore. Hein. Nous, on a du retard, vous le savez. Mais c'est pour vous dire que ça y est, les visuels sont tombés. Les premiers leaders ont été annoncés. On n'a pas encore les chess cards, on n'a pas encore les meilleurs hits. On vous tiendra au courant dès lors qu'on aura plus de reveals dans les prochains podcasts. Mais par contre, nous, les précommandes sont ouvertes sur labellecard.fr. Donc si vous voulez commander vos petites boîtes, vous pouvez y aller maintenant. C'est dispo. On n'a pas beaucoup de stock en plus sur OP10, donc faut y aller quoi. De stock, ouais. On a pris plus de stock sur OP9 qui était un peu l'extension anniversaire. On a réduit un petit peu sur OP10 et sur PRB aussi. Voilà. À vous de voir. Les leaders, qu'est-ce donc? Je me suis pas intéressé au méta compétitif, donc je veux pas te dire ce que font les effets leaders, mais il y a un Usopp qui a l'air de pas mal faire parler de lui. Ok, stylé. Quelle couleur? De ce que j'ai vu, bleu-noir. Et c'est pas du tout les couleurs que j'aurais donné. C'est pas. J'aurais donné rouge-vert, moi. Parce que t'aimes pas ces couleurs? T'aimes pas Usopp? Non, juste par pure haine. Non, je sais pas, je trouve que ça lui collait bien, tu vois. Ok. Rouge-vert ou rouge-jaune. Il me semble, j'ai survolé ça. De fou. Moi, je savais pas qu'il y avait les leaders de révéler encore. Tant que ça sort pas en compétitif que je peux pas jouer avec les cartes, je m'intéresse pas énormément. Ouais. Tu vois, genre par exemple, au OP9, je sais pas du tout si Teach c'est aussi fort que ce que les gens pensaient, je me renseigne pas trop là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt là la méta OP8. La méta TCG, tu regardes. TCG, ok. Stylé. La méta Star Wars, après le tournoi Saint-Maur et le début des Planetary Qualifiers. Je vais pas vous refaire un point méta aussi, entre guillemets, précis que le tournoi d'Angers pour Altered. Mais tout ça pour vous dire que Boba et Sabine sont toujours au top du top, mais avec pas mal de bons decks autour. C'est le top. En fait, c'est bizarre Star Wars parce que tu as vraiment deux decks qui sont giga plus représentés que les autres. Et donc, du coup, dans tous les top 8, tu as, 4 Boba et 4 Sabine. Mais du coup, il y a que ça. 3 Boba et 2 Sabine. Ouais. Mais par contre, dans le top 16, tu as toujours 10 decks différents, tu vois. Et dans chaque top, tu as toujours 2-3 decks qui sont pas les mêmes que dans les autres tops. Okay. Donc, tu as l'impression que tu as Boba et Sabine qui est un petit peu plus au-dessus du reste, mais que par contre, tout ce qui est un cran en dessous, c'est assez fort pour battre les meilleurs decks. Et pour le coup, il y a beaucoup d'options de leader. C'est assez divers et varié. Mais voilà, de ce que j'ai ressenti, moi, pour regarder notamment des vidéos débriefs et analyses, Boba commence un petit peu à faire sentir sa domination. En plus, tu peux le jouer en Boba jaune, tu peux le jouer en Boba bleu, tu peux le jouer en Boba vert. Il y a même des gens qui jouent Boba rouge. Il y a des mecs qui ont fait des performances avec Boba rouge. Donc ça veut dire que le leader est tellement fort que tu peux le caser avec n'importe quelle bicolorité et juste le deck fonctionne. Parce que comment tu changes la couleur déjà? C'est la base? Avec la base, exactement. Alors, historiquement, on jouait surtout Boba vert, c'est la version la plus représentée et qui fait les meilleurs résultats. Boba jaune n'est pas loin derrière. Boba bleu, c'est un pet deck, pour ceux qui aiment bien ça, plus niche. Et Boba rouge, moi, j'avais jamais vu. Tu vois, là, je l'ai vu dans un top récemment. Ok, trop bien. Donc, ça veut dire que Boba commence peut-être à être un peu problématique. Sabine est toujours très présent sur la ligne de départ, je pense, parce que c'est un des meilleurs decks pour faire ton premier tournoi. Mais par contre, dans les tops, il n'y a pas un taux de conversion qui est exceptionnel. Les gens adorent le prénom, peut-être? Peut-être que les gens adorent le prénom. Fan de Sabine. Le deck te permet de pousser un peu les cartes.
Ok. Un deck agressif, tu veux tout dans la base. Alors Ouais, évidemment, attention à haut niveau, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est comme Mono Red à Magic, il faut être un bon joueur pour gagner les games tendus de Sabine et compagnie. Mais dans le gameplay, c'est quand même plus simple à piloter qu'un Boba, notamment un Boba jaune, je dirais, pour le coup. Mais on attend quand même, pour le coup, les spoilers du 7-3, qui sont déjà pas mal avancés. Vous pouvez notamment aller checker ça sur le site de Star Wars pour essayer de mettre un petit coup, entre guillemets, dans la méta Boba, parce que les gens commencent à en souper un peu. Ça ferait plaisir de renouveler un peu, quoi. Ouais, il soupe un peu de Boba. Et en parlant de Boba, je vais faire un big up parce que, comme je vous l'ai dit, il y a les Planetary Qualifiers qui ont commencé. Qu'est-ce que c'est les Planetary Qualifiers? Eh ben, c'est un peu comme les Pro Tour Qualifiers à Magic. C'est ce qui vous permet de vous qualifier au Pro Tour de Star Wars. Il y en a un petit peu partout en France et dans toutes les grandes villes à travers le monde. Hein. Et là, il y a eu un Planetary Qualifier qui a été joué. Et je vais faire un gros big up à Simon, qui est le frère de Baptiste, que je connais, avec qui j'ai déjà joué au TCG, qui lui à la base vient plutôt du Yu-Gi-Oh!, qui s'est mis sur Star Wars, et qui a perdu en finale du Planetary Qualifier de Lyon. Donc malheureusement, je crois qu'il ne chope pas sa place. Ah, c'est que le je gagnant. ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est que le gagnant. Par contre, il était en 7-0 à l'issue de ronde, premier des rondes. Très Donc, chaud, ouais. Simon, si tu regardes ce podcast, big up à toi. Bien joué. GG. Boba, évidemment. J'avais le suivi de sa compétition avec Bat, du coup, Ouais. parce que j'étais avec lui le dimanche, puis j'ai livé, et puis... Mais il savait pas ce qu'il jouait. Il dit, mais il joue quoi? Il m'a dit, je sais pas, je peux demander. Mais dis-moi ce qu'il joue. Star Wars. Il joue les vaisseaux, quoi. Il joue les bonhommes. Il savait pas me dire qu'avec quel héros il était à 7-0. Et il a perdu, pour l'anecdote, en finale contre Han Solo jaune, qui est un deck un peu corner, c'est pas un des decks les plus représentés du méta, piloté par un jeune homme de, je veux pas dire de bêtises, 13 ans ou 14 ans, par un collégien. Solide. Qui lui-même était déjà invaincu à Saint-Maur dans les rondes et qui a échoué, je crois, aux portes du top 8. Ok. Avec son deck Han Solo jaune. Et c'est un petit gars qui vient avec son père, un petit gamin, 13-14 ans, pas plus. Et qui est, mais genre, trop fort. Monstre. Et ben du coup, il vient de remporter le Planetary Qualifier de Lyon. Et du coup, il va au Pro Tour, enfin le Pro Tour. Et du coup, il va peut-être au Pro Tour, je sais même pas s'il y a un âge limite ou quoi. Bah, ça dépend, s'il y a du cash prize. Après, il peut participer peut-être et ne pas toucher le cash prize. Ouais, ou le cash prize va aux parents. Je sais pas exactement comment ça se passe. Bref, si jamais vous avez plus d'informations. Je crois que souvent c'est 15 ans et quelques, 15 ans et demi. J'ai pas son prénom, je suis désolé à ce petit bonhomme. Je dis 13, 14, peut-être 15, mais en tout cas dans cette range-là, pour moi, il est genre au collège, quoi. Ouais, bah ça doit être ça, 13-14 ans. Ouais. Donc, et il avait déjà fait pas mal parler de lui, notamment à Saint-Maur, parce que c'était le coach de Rofelos. Mais non. C'était incroyable. Incroyable. Tu voyais Rofelos à chaque fois entre les rondes qui prenait conseil, il lui disait ouais, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça et tout. Et comme c'est un petit bout de chou, bah, c'était trop marrant de le voir coacher un grand gaillard comme Rof. Ah, c'est fou ça. J'adore les petites histoires comme ça. Le mec est trop fort. Et il sera encore plus fort plus tard. Tout simplement. Ah non, pas douter. Normalement, tu continues dans cette lancée, quoi. Il y a de grandes chances. Si vous voulez un peu de chapitre 3, enfin du 7-3. Oui, bah oui, je suis bête. Si ça même. vous chauffe du chapitre 3, c'est en précommande sur labelcard.fr. Et ce qu'il n'y a pas en précommande sur labelcard.fr, c'est les coups de tonnerre de Yu-Gi-Oh! Non, ça, on n'a pas de Yu-Gi-Oh! Pour le coup sur labelcard.fr. Mais en tout cas, le chapitre 3, pareil, c'est les précommandes qui viennent d'être drop sur le site quand vous voyez ce podcast-là. Nos quantités sont, vous connaissez sur Star Wars, pas immenses. Donc si vous en voulez, passez maintenant, quoi. Laissez pas passer. Avant qu'on parle de Yu-Gi-Oh! Oui. Je te soumets une idée de jeu. Oui. J'espère que tu me la feras un jour. Oui. Tu me donnes des noms et je dois te dire si c'est des archétypes de Yu-Gi-Oh! Ou pas. Ah, trop bien, ouais, ça me va. Et parce que c'est très facile, tu vois. Si je te dis, par exemple, je jouais Splicer XXL. Ça peut être un archétype Yu-Gi-Oh! Alors que non, je l'ai inventé. Ok. Mais, tu vois, c'est possiblement une carte. Bah, gros, on va faire ce quiz-là. Tu peux me le faire? Ah bah ouais, assez facilement. Ouais. Ah mais attends, mais... Ah non, faut que j'en invente. Ah non, c'est plus dur. Faut que tu en inventes et je vais voir quand tu vas en inventer. Eh oui, quoi. parce que je vais réfléchir. Tu connais c'est ça. Et derrière, tu connais parce que quand j'étais là en mode, je peux t'en sortir plein, mais en fait, c'est des vrais. Oui, donc je vais dire, bah, il existe. Les... Oui, exact. Et non, pour la prochaine fois. Ouais, c'est plus dur. Du coup, qu'est-ce qui se passe ça dans Yu-Gi? Alors, Yu-Gi-Oh! Avec l'arrivée du set Rota qui est sorti le 10 octobre. Alors, Rota, c'est une contraction de Rage of the Abyss, je crois. Reign. C'est pour ça. Non. Reign, ouais, Reign ou Reign. Reign of the Abyss, je sais pas. Rota. Voilà. Il y a une carte qui est sortie qui s'appelle Fuvalos Mulcharmy qui apparaît à l'écran. C'est un nom inventé aussi. Une petite méduse. La petite Elle méduse. est très jolie.
Ce Fuvalos Mulcharmi, il a fait pas mal couler d'encre depuis qu'il a été notamment révélé au Japon. On savait qu'il allait arriver en Europe et ça fait pas mal de temps que les gens l'attendent. Et tu vois, d'habitude, les gens ils peuvent t'attendre en mode « Ah, j'ai hâte qu'il sorte ». Là, il a attendu en mode On va te péter les genoux. Quoi. Fuvalos Mulcharmi, ça a été tellement un buzz entre guillemets dans la scène compétitive de Yu-Gi-Oh! Qu'il y a pas mal de gens qui, à l'arrivée de cette nouvelle carte en méta TCG, ont décidé de drop le jeu, ou en tout cas ont émis des avis extrêmement négatifs sur le compétitif du jeu. Ah, c'est ça que je voyais passer en mode ça y est, j'arrête. Il y a un mix corrélé de choses qui font que des grands noms de la scène Yu-Gi-Oh! Ont décidé d'arrêter. Je pense notamment à Jessica Robinson, qui est championne en titre d'Europe actuelle et qui est très performante depuis des années sur la scène compétitive et qui a fait une vidéo pour dire pourquoi elle a arrêté Yu-Gi-Oh! C'est un mix corrélé de plein de facteurs. Elle a fait aussi le tour du jeu. Ça fait des années qu'elle dédie sa vie à ça. Et c'est pas non plus que du négatif sur Yu-Gi-Oh! Mais ça a entraîné quand même une certaine... un peu une mode de dire ok, je drop Yu-Gi-Oh! Tu vois. Et Mulcharmi, c'est un des facteurs, entre guillemets, qui ressort le plus sur... le gâteau sur la cerise. Sur la défiance que les gens ont avec le jeu actuellement. Donc moi, je vais vous expliquer ce que fait Mulcharmi. Et vous allez, vous, me dire, les joueurs de Yu-Gi-Oh! Pourquoi cette carte-là, elle polarise autant d'attention. Quoi. Ben justement, tu vas voir. J'ai lu déjà. Fuvalos, c'est une end-trap. Donc c'est similaire à Max C. Cancrelamax. C'est une carte bannie en Occident. Le Cancrelamax, c'est une carte qui dit que à chaque fois que votre adversaire il fait une invocation spéciale, c'est le but de Yu-Gi-Oh! Maintenant, que ce soit du deck ou de l'extra deck, eh bien vous pouvez déclarer, vu que c'est une end trap, le Cancrelamax de votre main, le mettre au cimetière, et du coup son effet va se résoudre, c'est-à-dire de piocher une carte à chaque invocation spéciale que va faire votre adversaire. Ça permettait entre guillemets de réfréner la partie très rapide du jeu Yu-Gi-Oh! Parce qu'à chaque fois qu'il décidait de faire plein d'invocations pour faire des tours à rallonge, ben vous alliez piocher une carte. Et potentiellement retrouver des end-traps du coup. Et potentiellement retrouver des end-traps pour ensuite essayer de stopper sa combo. Et donc lui, libre à lui de stopper sa combo pour pas vous faire piocher de cartes, d'avancer entre guillemets son board pour vous faire piocher le moins de cartes possible, ou alors de dire moi je m'en fous, je fais mon full board et tu peux partir avec 20 cartes en main, j'en ai rien à foutre. Et donc c'était un choix qui était proposé notamment au Japon, donc la méta OCG. Nous, il faut savoir qu'Ancrelamax c'est banni depuis des années en France. Et les gens trouvent, notamment les compétiteurs européens et américains, qu'on se porte vraiment très bien sans qu'Ancrelamax et que c'est important que cette carte ne soit pas dans le jeu. Fuvalos. Ça fait quoi? Ça s'est fermé. Ça s'est fermé, j'y retourne. Fuvalos, ça a un effet qui est très similaire à Cancrelamax, sauf qu'il y a une condition, c'est que tu peux le déclarer seulement si tu ne contrôles aucune carte. Donc ça veut dire que quand tu es en go first et que c'est toi qui commences à jouer, bah du coup ton Fuvalos pendant le tour de l'adversaire, tu risques très peu de pouvoir le déclarer. Normalement il fera rien. Une carte. Par contre, c'est une excellente carte en go second pour réfréner les ardeurs d'un adversaire qui aurait commencé. Et pour l'effet, il a exactement le même effet qu'un Cancrelamax, c'est-à-dire que tu draws une carte à chaque invocation spéciale du deck ou de l'extra. Par contre, à la différence du Cancrelamax qui ne te donnait absolument aucune taille de limite de main, eh bien ici, en fin de tour, tu vas devoir défausser des cartes jusqu'à avoir 6 cartes ou plus de plus que ton adversaire. Donc ça veut dire que tu as le droit d'avoir plus de cartes que ton adversaire parce que tu as pioché beaucoup, mais il ne faut pas que ça soit plus de 6 d'écart. Donc tu pourras pas avoir 30 cartes en main. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Tu pourras en avoir maximum 10 ou 11. Ça dépend ce qu'il a en main. Pour moi, largement suffisant pour que la carte soit super forte. Le petit problème, c'est que forcément, cette carte-là, elle devient automatiquement déterminante de l'entièreté de la méta du jeu. Ouais. C'est une carte que tous les decks doivent avoir en 3 exemplaires, sauf s'ils sont capables de ne pas générer beaucoup d'invocations spé. Je pense à des decks qui passent par des invocations normales, comme Fuvagabond Brise pour ceux qui connaissent, ou des decks pièges. Ou alors tout le monde va devoir avoir cette carte-là pour contrer les autres decks. Sauf que cette carte-là, c'est 130 € pièce, 400 € le playset. Et ça fait mal. Ça fait mal. Pas mal. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où je soulève un débat et que j'attends les commentaires pour ça. Parce que je suppose qu'elle est dans une rareté spéciale. C'est une secret, évidemment. Oui, tu connais. Forcément, c'est pas facile à ouvrir. 130 € pièce, donc 400 € en français. Je crois que ça tombe à 120 € si vous le voulez en allemand. C'est cher. Oui. Si on nommait le prix, le fait que les gens qui sont des gens bien plus compétents que moi à Yu-Gi-Oh! Dans la sphère compétitive expliquent que Cancrelamax est un enfer pour le jeu et que Fuvalos est donc du coup, par ricochet, un enfer pour le compétitif de Yu-Gi-Oh! Moi, de la manière que j'ai de voir, qui est premier degré, mon raisonnement, c'est
Yu-Gi-Oh! Est un jeu qui n'a pas de ressources et qui permet de générer énormément d'invocations spé pour créer des boards très puissants, notamment quand vous commencez. En quoi c'est un problème qu'il y ait une carte qui vienne dire à l'adversaire qui est en train de développer un board de 6 pieds de long et qui fait un tour de 15 minutes, en quoi c'est un problème de lui dire, bah écoute, tu as 3 choix. Ou tu stops directement ton combo et tu passes le tour quand je déclare mon Fuvalos. Et dans ce cas-là, c'est comme si tu avais pris une end trap qui negate. Juste passe ton tour, quoi. Ouais. Ou alors, tu ignores totalement ma carte, tu fais ton full combo et tu espères que je sois pas capable de te remonter avec les 15 cartes que tu m'as fait piocher. Ou alors, tu établis un board qui n'est pas ton meilleur board, mais un board qui te permettra d'avoir, toi, accès, entre guillemets, à tes ressources et à ton gameplay, tout en m'ayant fait piocher un nombre limité de cartes. Je comprends pas, et peut-être parce que je joue pas à Yu-Gi-Oh! En compétitif, pourquoi ces cartes-là sont problématiques dans le TCG Yu-Gi-Oh! Pour moi, elles apportent, je trouve, un gameplay intéressant. Je trouve que Cancre la Max, c'est trop... en fait, comme tout le monde doit la jouer, je pense, et gratuit. Tout le monde peut la jouer parce qu'il n'y a pas de restriction. Ça devient juste les sorties où tu l'as ou tu l'as pas. Okay. Notamment, il n'y a pas de play draw avec Cancre la Max. C'est juste. Ah oui, tu peux la déclarer que tu es du board ou que tu n'es pas de board. Je pense que juste, en fait, c'est trop. En fait, comme c'est un effet de contrôle ou de contre, typiquement, et qui impacte tout le monde. Parce que tout le monde fait des invocations spé, je suppose, à Yu-Gi-Oh! Il y a des decks qui le font pas. Je te dis, Fu Vagabond Brise qui le fait pas et les decks pièges. Mais en grande majorité. Oui, en grande majorité. Ouais, bien donc, sûr. si tu touches genre 75% du méta, c'est déjà chiant. Large. Donc, moi, je suis d'accord avec les joueurs TCG que ça non. Mais effectivement, Fualu Makachi. Fuvalos, Mulcharmy. C'est un Mulcharmy et lui il s'appelle Fuvalos parce qu'il y a d'autres Mulcharmy. C'est une version nerfée qui ne marche quasiment que sur la draw. Non, sur la play. Qui marche que sur la draw. Ça marche que quand ton adversaire commence. Ou alors si tu passes le tour avec aucun board, ça peut arriver aussi. Mais du coup pas dans tous les decks quoi. Qui du coup donne cette dynamique qu'on aime tous les deux par le design, tu fais que commencer ou ne pas commencer, ça a un intérêt suivant ton deck. Très présent dans Yu-Gi-Oh pour le coup. Qui va du coup être limité puisque tu dois remplir la condition plus ne piocher que 6 cartes de plus que l'oppo. Bon ça en vrai. Ça va changer quelque chose que si ton adversaire se dépose de sa main. C'est juste moins chiant que d'avoir 20 cartes dans ta main avec Cancre la Max. Quoi. En soi, ça change pas grand chose, ça. Moi, je pense aussi que, après, je connais pas du tout Yu-Gi-Oh! Juste, je suis extérieur à ça. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de design, mais peut-être qu'il est toujours trop puissant et il y a toujours le côté de, si je l'ai et que t'as commencé, je peux annuler, du coup, c'est moi qui commence. D'accord. Et en fait, tu annules les dynamiques. Elle est trop overpower. Je pense qu'en fait, tu annules trop des dynamiques avec des cartes comme ça, qu'il faudrait un peu plus nerfer. Après, comme tu dis, des fois, tu prends negate sur ta combo, ton tour s'arrête. Donc, si t'as un bon deck, t'as des extends, ou alors tu peux empêcher la negate d'arriver. C'est tout le but de Yu-Gi-Oh! C'est de changer beaucoup de ressources rapidement, mais ça arrive des fois que tu fasses pass turn. Tu vois. Ça arrive. Et derrière, reconstruire, c'est pas forcément évident, quoi. Derrière reconstruire, c'est pas forcément évident. J'ai pas d'avis et attention pour Mulcharmy, j'ai essayé de vous la vulgariser. Typiquement, le texte il est long comme ça. Je me suis peut-être planté sur la fin du texte, notamment sur les 6+ et compagnie. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est un effet similaire à Cancre la Max. Voilà. Après, s'il y a des spécificités, peut-être qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas qui sont encore pires du coup. Ouais, peut-être. Mais tu vois, même, je parle même pas de Mulcharmy. Je me demandais pourquoi Cancre la Max était vraiment un problème pour Yu-Gi-Oh! Dès lors que les gens se plaignent que Yu-Gi-Oh! C'est 12 invocations spé par tour. Il y a une carte qui dit poteau, fais ce que tu veux, mais si tu le fais, je te punis. Je sais pas pourquoi. En fait, je joue pas assez, mais moi, d'un œil extérieur, je me dis putain, c'est smart comme design. Je vais simplifier le truc à l'échelle d'un jeu de société. Là, ça fait un moment que j'ai plus trop le time, mais par moment, j'en designais avant. Et il y avait toujours un truc qui revenait quand on designait, c'est que dès que tu mets une façon de jouer à ton jeu, et que dans ton jeu, tu mets une façon de contrer ça. Tu vas créer des patterns où tu demandes aux gens de pas jouer à ton jeu. Et ça, c'est typiquement le truc de la base de Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup d'invocations spé, donc c'est puissant, tu fais plein de trucs et tout, tu cherches à faire des combos. Ils designent les sets pour faire ça, et ils designent des nouvelles façons de fusionner, de syntoniser, de xiser tous tes monstres pour justement faire ça encore plus. Oui, ça contrevient à ce que veut faire ton jeu. Voilà, quand tu mets ça, et après tu dis, ok, on s'amusait bien, voilà, Cancre la Max. Si l'oppo fait ça, vous jetez ça pour 0 de votre main, et vous piochez 1 milliard de cartes. Et là, du coup, l'oppo. Après, je te dis, moi, en fait, j'ai affronté Cancre la Max sur. En fait, j'ai affronté Cancre la Max sur Master Duel. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, je l'ai vécu Cancre la Max. Et la plupart du temps sur Cancre la Max, si ma main était très forte,
je me disais, ok, je peux overpower Cancrelamax. Si ma main était moyenne, je me disais, ok, je vais pas tenter de l'overpower, je vais faire le board minimum qui me permet de passer le tour en ayant une petite negate, quelque chose de quoi interagir, mais lui piocher trop de cartes. Et si ma main est très faible, je disais, ok, pass turn, et du coup, je me retrouverai à moi être le joueur réactif. Et en vrai, ce pattern de gameplay-là, moi, m'avait pas déplu de peu d'expérience que j'ai. Ouais. Mais voilà, encore une fois, comme l'entièreté des retours compétitifs, en tout cas du consensus compétitif sur la scène Yu-Gi-Oh! Et que Cancrelamax, c'est la mort du jeu, et Fuvalos, du coup, ça suit un petit peu ce truc-là. Je voulais vous interroger, ceux qui connaissent un peu le jeu, m'expliquer un petit peu pourquoi c'est problématique, parce que j'avoue que j'ai un regard très extérieur et du coup interrogatif là-dessus. Après voilà, il y a un autre problème, la carte coûte 130 balles, 400 euros le carré, ça c'est un vrai débat. Tu peux ne pas la mettre en secrète quoi, celle-là. Mais j'entendais aussi que du coup un des enjeux de ce nouveau metagame, j'entendais notamment Gabriel Soucy, un excellent joueur, si ce n'est le meilleur joueur français actuel de Yu-Gi-Oh!, qui disait que du coup, déjà lui, pareil, fait partie des gens qui exècrent à la fois Cancrelamax et cette carte-là, mais il estimait que l'enjeu, je singe un peu ses propos parce qu'il parle de Yu-Gi-Oh! Beaucoup mieux que moi, hein, mais que l'enjeu du nouveau metagame, c'était surtout d'essayer de trouver des decks qui sont pas impactés par Fuvalos, plutôt que d'essayer d'avoir tous Fuvalos dans nos decks. Et donc auquel cas, en fait, on est capable de réduire l'impact de cette carte-là en jouant des stratégies pièges comme, je sais pas, Labyrinthe par exemple, ou alors des stratégies normal summon comme... Labyrinthe, ouais. C'est pas Labyrinthe, non, c'est Labyrinthe. C'est Labyrinthe sans i quoi. Ouais. Labyrinthe. Ouais. C'est un vrai ou un faux archétype? C'est comme l'amblance. Il n'y a pas de U en ambulance. C'est quoi ambulance? C'est dans je sais plus quel film, le mec il écrit ambulance sans le U. Ambulance. Non, Gabriel Soucy il a notamment des VOD qui postent sur YouTube où il parle beaucoup du nouveau metagame et notamment de Fuvalos. Il vous en parlera mieux que moi. Mais voilà, il y a des decks en fait qui peuvent se designer autour de ne pas prendre cette carte-là, ce qui du coup vous oblige pas à payer 400 euros votre carré, votre triplette. Votre triplette. Et il manque encore 37 cartes. Après vos 400 euros. Et elles seront pas données. Hein. Et elles seront pas données non plus. Hein. Il y a d'autres secrètes. Hein. Elles sont pas données. Ouais, je pense que, moi, mes avis, genre, juste en game design débutant, c'est que voilà, dès que tu dis aux gens jouer comme ça et qu'ensuite tu leur dis que tu leur interdis de jouer comme ça. Avec une seule carte, c'est même pas en mode un combo qui débat. C'est genre une seule carte dit, ok, tu veux jouer comme ça, j'annihile complètement ce que tu fais pour moi faire de la value. À Nibiru, c'est super fort parce que du coup tu pioches, il continue, il pense overpower, tu chopes Nibiru qui est une autre entrave qui pète ton board. Ouais. Nibiru approche. Fin du game. Ouais, RIP. C'est pas genre la 6ème planète, un truc comme ça, Nibiru? C'est l'astre céleste. L'astre céleste, ok. Je vois ce que c'est. Ah, je connais un peu quand même. Ouais, tu connais un peu. Fin de ce podcast sur ce je ne sais pas. Mais vraiment, encore une fois, premier degré, mon idée est pas de défendre Fuvalos qui suit, je ne joue pas à Yu-Gi-Oh! Compétitif, c'est de comprendre ce qui... Ouais, expliquez donc. Ouais, ce qui énerve autant la communauté sur ce type de carte-là et plus généralement sur Cancrelamax. Ça m'intéresse que je suis un très bon enthousiaste de Yu-Gi-Oh! Compétitif, j'adore me renseigner, en entendre parler. Donc l'espace commentaire est à vous, les yugistes. Exactement. À chaque fois, vous nous régalez d'ailleurs, peu importe le TCG, sur les petites précisions qu'on demande. Donc merci beaucoup à ça. Ouais. Et pour ceux qui se demandent, n'hésitez pas à aller checker les commentaires aussi. Vous laissez passer 1 ou 2 jours le temps qu'il y ait la réponse. Vous allez voir les commentaires et vous savez un peu plus. Vous pouvez approfondir un peu les sujets qu'on aborde grâce aux commentaires. Merci beaucoup. Fin du podcast, à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à passer sur notre chaîne Twitch ce week-end pour le Lorca Quest et la semaine suivante pour les Worlds de Magic. Tout à fait. Ça commente à fond là sur Twitch. Ah, ça va commenter à fond. N'hésitez pas. On vous fait de gros bisous, on vous dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.